1990, le 26 janvier à Guadalajara, pilote automobile mexicain, il a aujourd'hui une assez mauvaise réputation de pilote due à son passage chez Red Bull. Mais savez-vous qu'il a été le coéquipier du dernier pilote français à avoir remporté une course en F1, qu'il est le seul pilote de l'ère moderne à avoir remporté une course pour deux écuries différentes, c'est-à-dire depuis 2014, et que son surnom est le ministre de la Défense. Laissez-moi redorer le blason d'un des plus grands pilotes mexicains, Sergio Pérez. Il commence sa carrière en monoplace en 2004 à l'âge de 14 ans. On va passer assez vite sur ces années avant la Formule 1, parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. On le fera peut-être dans un autre format, vous nous dites. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il est au départ soutenu par la compagnie Telmex, qui est tenue par Carlos Slim Elu, un géant mexicain de la télécommunication. Ce que l'on peut notifier, c'est sa saison 2007, où il remporte la Formule 3 Grande-Bretagne. Certes, dans la catégorie National Class, qui est l'équivalent de la Division 2, mais il remporte tout de même 14 courses sur 22. C'est pas horrible. Et assez logiquement, il est promu en première catégorie l'année suivante, bien qu'il n'ait pas fini premier parce qu'il s'incline pour le titre devant le trio de l'équipe Carlin qui est composé d'Alguersuari, Turvé et Hartley. Pas un prodige de la discipline, mais clairement pas un manche. Petit saut dans le temps, parce que j'ai pas le temps justement. Nous sommes en 2011 et Checo rejoint enfin la Formule 1 pour l'écurie Sauber. Il évoluera aux côtés du pilote japonais Kamio Kobayashi. Sa saison démarre super bien car dès son premier Grand Prix, celui d'Australie le 27 mars 2011, il finit 7ème. Propre. Malheureusement, il sera disqualifié à la suite d'une non-conformité de son aileron arrière. Il lui faudra être un peu patient car il faudra attendre 2 mois de plus pour le voir marquer ses premiers points au Grand Prix d'Espagne le 22 mai. Une petite 9ème place pour se mettre en jambe, juste devant son coéquipier en plus. 6 jours plus tard, alors qu'il entame la 3ème séance de qualification du Grand Prix de Monaco, Checo sort de la piste et heurte le rail à grande vitesse avant de foncer tout droit vers le muret en face du tunnel. Cet accident rappelle celui en 1994 de Karl Wendlinger, qui s'en était sorti après plusieurs jours de coma mais n'avait jamais su retrouver son niveau. Fort heureusement, si je vous parle aujourd'hui, c'est que Pérez a eu un bien meilleur destin. Il est finalement diagnostiqué avec une commotion cérébrale et une entorse à la cuisse. Rien qui ne l'empêche de reprendre la course après un peu de repos. Il reviendra 2 courses plus tard et continuera d'être régulier malgré une baisse de performance de sa monoplace. Il score par 4 fois de suite et inscrit une solide 7ème place à Silverstone et n'abandonnera jamais pour autre chose que des problèmes techniques. Un pilote donc fiable, enfin un rookie fiable. Passons à 2012, avec sa bonne première saison, il est temps de confirmer les attentes placées en lui. Et il l'a plutôt bien compris parce qu'il en réalisera 3. En Malaisie, il tient tête à Fernando Alonso pour la victoire. Mais finalement, obtiendra une incroyable 2ème place. Pour les jeunes fans qui savent pas trop, c'est vrai qu'aujourd'hui, Alonso il fait plus si peur que ça. Mais en 2012, comment vous l'expliquez ? On parle un peu d'une bête sauvage, et en plus avec une voiture pas si folle que ça, donc une bête enragée, hein. Alonso 2012, c'est l'un, si ce n'est le meilleur pilote de la grille, avec une voiture qui, au mieux, est top 3. Il est pas mauvais notre Mexicain, hein, mais bon, il subira une baisse de régime par la suite, qui va continuer jusqu'au Canada. Alors certes, sur cette période, il va prendre le meilleur tour à Monaco, mais il comptabilisera aucun point. Mais ne vous en faites pas pour lui, car le Canada est à nouveau un podium, en partant de la 15ème place. Oh Seigneur, la révérence! D'autant que pendant tout ce temps-là, il n'a toujours rien cassé en dehors des problèmes techniques. C'est franchement très très bon, hein. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va venir. À Silverstone, alors qu'il sort des stands, il s'accroche avec Maldonado, ce qui provoquera son abandon. Il abandonne aussi en Belgique à cause d'un gros carambolage au départ qui emportera jusqu'à 4 pilotes. Et pas n'importe lesquels, hein. On parle de Sergio Pérez, logique, Romain Grosjean, Lewis Hamilton et Fernando Alonso. C'est d'ailleurs une aubaine pour Vettel, mais il finit 2ème derrière la McLaren de Jenson Button. Bon, je m'égare. Pour le 3ème podium, ça sera en Italie. Après une formidable remontée sur les 2 Ferrari en 2ème et 3ème place grâce à ses pneus beaucoup plus frais, il part en chasse d'Hamilton. Mais Hamilton avait beaucoup trop d'avance et il finira finalement à 4 secondes de lui. S'il y avait eu plus de tours, il serait probablement allé chercher Lewis Hamilton. On peut se dire oui, c'est un petit peu décevant, tout ça, il avait la victoire au bout des doigts. Mais ça veut surtout dire que Sergio Pérez n'est plus un pilote débutant. S'il est capable de se battre pour la victoire, c'est qu'on parle de quelqu'un. Prochaine étape, la victoire. Mais il devra attendre car le reste de la saison se fait en dehors des points. Telmex, qui soutient toujours le pilote mexicain, facilite son transfert chez McLaren. Mais malheureusement, la voiture ne tient absolument pas ses promesses et ne se bat ni pour la victoire,
ni pour les podiums. Il se console tout de même avec une solide 5ème place en Inde. Il envoie Raikkonen à l'abandon à Monaco et le Finlandais réagit avec son franc-parler légendaire en assurant que Pérez est un idiot et qu'il va le frapper dès qu'il le verra. La saison 2013 n'est pas plus intéressante que ça pour Checo. On note tout de même l'annulation du Grand Prix du Mexique qui devait faire son retour en 2014. Telmex voulait le sponsoriser, ce qui précipitera la sortie du pilote mexicain de l'écurie orange. En 2014, il rejoint Force India, et c'est probablement sous ces couleurs que la plupart d'entre vous l'ont vu pour la première fois. La saison n'est pas si incroyable non plus pour le pilote mexicain, mais il finit tout de même régulièrement dans les points. Et si l'on nommait sa tendance à s'embrouiller avec tous les grands pilotes de son époque cette saison Felipe Massa, la saison se passe plutôt bien. Il se permet même un podium à Bahreïn au nez et à la barbe de Daniel Ricciardo. C'est la deuxième fois qu'il finit derrière son coéquipier. Jenson Button en 2013 et Nico Hülkenberg en 2014. Mais bon, ça lui a pas pris 239 courses pour avoir un podium. À la fin de la saison, Force India annonce la prolongation de son contrat pour plusieurs années. Enfin de la stabilité dans sa carrière. 2015 est une... Oui, en fait, j'ai tourné en 2 fois. J'ai eu le temps de me doucher aussi. 2015 est une saison plutôt décevante au départ. Pérez est assez régulièrement dans le top 10, sa voiture ne permet pas de jouer les top 5 ni les podiums. Son pire week-end est probablement le Grand Prix de Hongrie. La suspension arrière droite de sa monoplace casse en plein virage alors qu'il grimpe sur un vibreur, s'ensuit une glissade qui va l'emmener jusqu'au mur. Sa voiture est bloquée par une roue, ce qui la fait partir en tonneau. Heureusement que si l'accident paraît incroyable, Pérez n'aura aucun dommage physique. Et la course c'est pas mieux, hein. Il abandonne à cause d'une rupture de frein. Moi je vous dis, dans les moments comme ça sert à rien d'insister, vaut mieux rentrer chez soi, petit café, tisane si vous préférez, un repas, et on va se coucher, et on verra demain, ça sert à rien de forcer. L'éclaircie arrivera finalement au Grand Prix de Belgique. Sa monoplace est un petit peu plus performante, ce qui lui permet de jouer les top 5, et il se permettra même un podium en Russie. En 2015, il a l'occasion de jouer pour la première fois en Formule 1 à domicile, il terminera finalement 8ème au Grand Prix du Mexique. Je vous avais dit que la prochaine étape était la victoire. Malheureusement, cette période est outrageusement dominée par Mercedes, mais quand je vous dis outrageusement, c'est outrageusement. Donc faudra attendre un petit peu. Je vais passer un petit peu les saisons pour le moment, parce que ça commence à se ressembler un peu tous, c'est redondant. Comme élément notable, on peut noter sa saison 2016 où il finit avec 101 points. J'en peux plus de cette chaise. Donc 101 points, ce qui est la première fois qu'il finit au-dessus des 100 points et son meilleur total en carrière jusque-là. 2017 voit l'arrivée d'un nouveau coéquipier, le jeune français Esteban Ocon, avec qui il aura un peu de mal en piste. On notera 2 accrochages et l'abandon au Grand Prix d'Azerbaïdjan, ce qui obligera l'équipe à donner des consignes plutôt strictes. En 2020, les 2 courses à Silverstone, 2 courses, Covid-19 oblige, sont manquées par le pilote mexicain. Mais tout de même, il marque des points dans presque toutes les courses auxquelles il participe. À Sakir... Putain, il était honnête celui-là. À Sakir, la course est difficile. Il s'accroche avec Leclerc dès le premier tour, ce qui le fait descendre à la 18ème place. Non sans mal, il va réussir à remonter et même à mener le Grand Prix pour finalement aller chercher sa première victoire en Formule 1. Fait incroyable, c'est un podium Racing Point, car si la 2ème place est occupée par Esteban Ocon sur sa Renault, la 3ème l'est par Lance Stroll, le coéquipier de Checo. Après donc 190 courses, Checo Pérez obtient sa première victoire en Formule 1. C'est un record dont il se passerait bien, on va pas se mentir. Mais vous en faites pas, il va bien se venger par la suite. C'est aussi le second pilote mexicain à remporter une course de Formule 1 après Pedro Rodriguez de la Vega au Grand Prix de Belgique 1970. Il y a 50 ans, et nous voilà enfin dans la période Red Bull, la plus connue. C'est logique, car c'est le prime en termes de résultats du pilote mexicain. Il devient le premier pilote depuis Mark Webber à ne pas être issu du giron Red Bull et à aller chez Red Bull, et surtout le seul dans l'ère Verstappen à obtenir des plutôt bons résultats et à réellement avoir de l'intérêt pour Red Bull. Pour ceux qui se demandent, je compte pas Ricciardo comme faisant partie de l'ère Verstappen. À mon sens, elle démarre après son départ. Au Grand Prix d'Azerbaïdjan, il court 2ème derrière son coéquipier qui est sur une forme phénoménale en ce début de saison. Est-ce qu'on aura peut-être le premier doublé Red Bull depuis 2016 ? Malheureusement pour le pilote néerlandais, son pneu arrière droit explose dans la ligne droite et il se fracasse contre le mur. Pérez vole donc vers la victoire et devient le premier pilote de l'ère hybride, c'est-à-dire post-2014, à remporter un Grand Prix avec 2 écuries différentes. Par la suite, il enchaîne les podiums et devient même le premier Mexicain à mener le Grand Prix du Mexique.
il finira sur le podium. Finalement, maintenant, la seule chose qui lui manque, c'est le titre, hein, l'avènement de ce sport. Mais ça va être un peu compliqué. Par contre, son coéquipier en est très proche. En tant que coéquipier fidèle, au dernier Grand Prix de la saison, il lui apporte un petit coup de pouce en sacrifiant son tour qualif pour lui donner de l'aspiration, ce qui permettra à Verstappen d'obtenir la pole. Et il commence à avoir pas mal de palmarès, le ministre de la Défense. Hein. D'ailleurs, ça vient d'où le ministre de la Défense? Bon, vous vous en doutez, s'il s'appelle le ministre de la Défense, c'est qu'il doit pas être totalement dégueu en défense. C'est logique. Lors de sa première victoire au Grand Prix d'Azerbaïdjan, il a retenu Hamilton pour Verstappen pendant de nombreux tours avant son abandon. Mais ce qui lui a vraiment donné ce surnom, c'est sa défense sur Hamilton encore, au Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est après la saison, en revoyant une vidéo, que Max dira « Ah, désormais c'est le ministre de la Défense !» Et c'est resté. Pour l'anecdote, Verstappen a promis de lui payer des bières pour le remercier. L'ambiance était au beau fixe dans l'écurie. Et c'est pas encore prêt de s'arrêter. Il aide plusieurs fois Red Bull dans la course au titre constructeur et aide parfois le pilote numéro 1. Il lui offre des victoires, notamment à Barcelone en s'effaçant pour le laisser le dépasser. C'est d'ailleurs cette saison qu'il rentre dans le club très fermé des pilotes ayant remporté plusieurs Grands Prix dans la même saison, puisqu'il l'emporte à Monaco, ce qui est un événement en Formule 1, mais aussi à Singapour. Il finit finalement 3ème du championnat pilote et à seulement 3 petits points de Charles Leclerc. Et pour la première fois de sa carrière, ça y est, il est champion enfin. Red Bull est champion. À compter de ce moment-là, Pérez consolide sa place du très bon coéquipier pour Verstappen. L'année suivante est celle de tous les records. Red Bull rafle toutes les premières positions, à l'exception de Singapour. Do you secretly hope that Ferrari will regret their decision? No. Pérez finit 2ème. Ce sera son meilleur résultat en carrière. Et oui, le 2ème pilote de l'écurie la plus dominante de l'histoire de la Formule 1. Même si c'est à débat. Mais malgré sa saison, certains fans commencent à le décrier. Et si les résultats le cachent, on commence à le voir en peine avec la voiture. Pour ceux qui ne le savent pas, Dietrich Mateschitz est mort courant 2022. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais on voit clairement que c'était la descente aux enfers côté Red Bull. Et si côté public 2023 est une saison de dingue parce que son influence est encore là, en coulisses c'est plus compliqué et ils vont commencer à en payer les frais en 2024. Le début de saison n'est pas mauvais. Oui, c'est les mots que j'ai employés pour qualifier incroyable pour Verstappen. Pour Pérez, c'est pas mal. 4 podiums en 8 courses, c'est vraiment pas dégueu. Mais ça va vite dégringoler. La voiture ne lui convient plus ou il n'arrive plus à piloter. Difficile à dire sur le moment. Verstappen a lui aussi un petit peu de mal, mais son génie le cache. Donc l'entièreté des critiques tombe sur Sergio. Il se fait traîner dans la boue de tous les côtés, c'est horrible. Son mental en prend un énorme coup, et logiquement ses performances baissent de plus en plus. Pour autant, Red Bull continue de croire en lui, en tout cas en public, et le prolonge pour encore 2 saisons. Mais si Verstappen l'emporte en solo à la fin de la saison, c'était trop pour Pérez et il quitte l'écurie. Il a donc terminé 8ème au championnat, son pire résultat chez Red Bull, et c'est aussi sa première saison sans victoire depuis 2019. Mais durant la saison 2025, une rumeur commence de plus en plus à émerger. L'écurie Cadillac qui doit arriver en 2026 aurait pour pilote le finlandais Valtteri Bottas et le mexicain Sergio Pérez. Par la suite, il s'est écoulé plusieurs semaines avec plein de fausses révélations. Oui, Valtteri a déjà signé. Oui, ce sera pas Pérez, ce sera Drugovich. Un bordel. Peu de temps avant la fin de la pause estivale, Cadillac annonce ses 2 pilotes titulaires, dans une vidéo sur les réseaux, le 25 août 2026. Mais donc oui, Pérez sera de retour en 2026, sous les couleurs de Cadillac. Et je pense qu'il aura les crocs. Sergio Pérez, c'est l'histoire d'un très bon pilote, mais pas un prodige, qui a su tutoyer les grands par moments, sans jamais arriver à leur niveau. Un pilote adoré par l'Amérique latine, et surtout détesté par beaucoup. Checo a rarement fait rêver, mais il a permis au plus grand pilote de la décennie de détrôner le plus grand pilote de l'ère moderne. De petit Mexicain sans palmarès au ministre de la Défense avec 2 titres, il est respecté par Supermax. Et vous devriez peut-être faire de même.